Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Charlotte Apieto sur cet épisode de podcast. Merci beaucoup, Charlotte. Bienvenue à toi. Est-ce que tu peux commencer du coup directement par te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, bah écoute, merci beaucoup Manon pour ton invitation. Ravie d'être là avec toi. Pour me présenter, eh bien écoute, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que je suis entrepreneur depuis 7 ans maintenant. Actuellement, mon activité, ça consiste à accompagner les entrepreneurs dans le secteur coaching, formation, accompagnement, à gagner confortablement leur vie, donc à faire 6 chiffres, tout en vivant ce que j'appelle la Dolce Vita. Donc en ayant un rythme de vie et un mode de vie qui leur permet de profiter de la vie telle qu'ils ont envie de la vivre. Voilà ce que je Hmm. peux dire pour commencer en résumé. Ok, excellent, super intéressant. Alors moi, j'adore vraiment ton parcours et j'adore te suivre depuis, moi, je sais pas plus combien de temps, mais au moins depuis que tu as lancé ton compte à ton nom, peut-être il y a un an maintenant, je sais pas. Ouais, c'est ça, Euh, ça fait 1 an et demi, c'est ça. du coup, je suis vraiment ravie de t'accueillir là parce que tu portes des valeurs qui pour moi sont super importantes, à savoir le bien-être, le plaisir, le confort de vie. Euh, bah déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Déjà, si on a tout ça, on est content. Alors, la première question que j'aurais à te poser, c'est comment tu es devenu entrepreneur la première fois? Ah, bonne question. Écoute, j'ai commencé très rapidement mon parcours professionnel en me disant que j'allais suivre une grande carrière prestigieuse. J'ai fait en plus des études assez prestigieuses. J'ai fait Sciences Po, là, j'ai fait le SCP Europe, qui est une grande école de commerce. Donc, j'étais partie là-dedans. J'étais partie dans une voie dans le conseil. Donc, on était on track, tu vois. Et en fait, c'est assez rapidement, au bout de moins de 2 ans, que je me suis dit que j'avais pas envie de faire ma vie là-dedans et que j'avais envie de plus de liberté, de faire des choses qui m'inspiraient réellement et que passer mes journées derrière Excel et PowerPoint dans l'espoir de devenir un jour manager puis directrice. Quand je voyais la tête avec les cernes comme ça des gens qui étaient au-dessus de moi dans la hiérarchie dans ce cabinet, je me suis dit, mais non, en fait, je crois que c'est pas exactement la voie que j'ai envie de prendre. Et en fait, quand j'ai décidé de poser ma dème, de quitter cet emploi, je suis pas tout de suite devenue entrepreneur. Je pensais que c'était pas je voyais pas comment c'était possible. Il faut savoir qu'on est quand même en 2016 à cette époque-là. Donc, bon, je suis pas Mamie Charlotte non plus, mais quand même, c'était très différent d'aujourd'hui où ça s'est énormément démocratisé et où on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. À l'époque, enfin, franchement, j'étais un ovni, quoi, dans mon entourage à ce moment-là. Et donc, je me disais que c'était pas possible d'entreprendre. Je me voyais pas être entrepreneur, même si l'entrepreneuriat m'attirait. Et donc, j'ai d'abord travaillé dans une petite start-up de 4 personnes. La première personne en CDI. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est en étant là-bas, ça a duré seulement quelques mois, mais que j'ai découvert déjà le fait d'avoir des projets en parallèle. Donc, j'avais mes premiers side projects jusqu'à ce que je quitte cet emploi en rupture conventionnelle et que je me mette à mon compte. Mais au départ, quand je suis partie, j'avais pas un projet ultra précis. Post-ADEME n'est venu que, alors pas beaucoup de temps après, hein, quelques petits mois après. Mais au début, c'était juste, je suis à mon compte et puis on va voir ce qui se passe. Et je faisais du freelancing, je faisais de la formation pour des entreprises et souvent des grosses entreprises en fait en freelance. Je donnais des cours particuliers d'économie aussi, comme je l'avais fait pendant mes études déjà à l'époque. Et en fait, c'est tout ça à mon compte. Et puis, progressivement, ben, j'ai fait émerger le projet de Postadem. Et ensuite, c'est après ça que je me suis vraiment lancée dans un projet, on va dire, entre guillemets, digne de ce nom, mais non, mais dans le sens où il y avait vraiment un projet clair et où je me suis dit, c'est cette entreprise que je veux développer. Donc, tu vois, ça s'est fait au fur et à mesure. Ça n'a pas été d'un coup, un beau matin, mais dis donc, je me réveille et j'ai l'inspiration de créer l'entreprise du siècle. Non, pas du tout. Ça a été un petit cheminement comme ça. D'accord, donc d'abord, tu t'es senti, en fait, tu t'es pas vu faire carrière dans ton premier job où tu Non, voyais en fait tes supérieurs, tu voyais ton avenir fatigué et épuisé et pas épanoui. En fait, là, c'est tu t'es ça. dit, en fait, mais en fait, je veux pas, en fait, moi, je veux pas ça. Donc, en fait, ça veut dire que déjà, tu avais une vue sur l'avenir et tu avais une forme d'ambition, de bien-être, en fait, de vouloir grandir, évoluer en étant bien et heureuse. En fait, tu avais déjà cette valeur d'épanouissement qui était forte chez toi. C'est ça? Ouais, c'était déjà le cas en fait. Et j'avais vraiment la sensation de passer à côté de ma vie parce que je voyais les jours qui défilaient et j'enchaînais le boulot. Enfin, c'était vraiment, tu sais, le métro boulot dodo, c'est cliché, mais c'était vraiment ça. Je me levais super tôt pour aller travailler. En plus, moi, je suis un peu une princesse, donc le matin, j'ai mes morning routines et tout, tu vois. Donc, je me lève pas juste 15 minutes avant d'aller travailler. Donc, il fallait que je me lève tôt. Ensuite, j'enchaînais les transports, c'était horrible. Et après, j'enchaînais des journées de travail. Et en fait, mon rêve à cette époque-là, j'en avais deux. C'était de pouvoir être en semaine. Je me disais, ce serait trop bien si on pouvait être un mardi après-midi
et je me balade dans les rues de Paris, parce qu'à l'époque, je vivais à Paris. Et j'adorais Paris, j'ai toujours adoré Paris. Et je me disais, mais t'imagines, tu vas prendre un verre en terrasse en plein après-midi avec un livre et tu peux faire ça en pleine semaine. Pour moi, c'était waouh, le Graal. Et j'avais aussi le rêve de pouvoir faire un tour d'Europe. Je voulais visiter l'Europe. Je m'étais dit pendant plusieurs semaines, je pourrais faire ça d'affilée, mais pour ça, je peux pas en fait avec mon job actuel. Et tout ce qui était business en ligne et tout n'était pas aussi répandu à cette époque-là, donc je ne savais pas encore vraiment comment c'était possible de faire ça. Et puis les choses sont mises en place au fur et à mesure. Mais effectivement, cette valeur de d'épanouissement, elle est arrivée à ce moment-là. Et je pense que avant ça, même pendant mes études, le driver numéro un, c'était le CV, la carrière et l'accomplissement avec le côté prestigieux. Ça comptait beaucoup pour moi. Pour autant, tu vois, Sciences Po, par exemple, j'ai pas suivi la norme non plus à Sciences Po. J'ai pas fait les masters type affaires publiques. C'est vraiment les masters type Sciences Po. Moi, je suis partie dans un master différent, qui est un master business, en fait, ressources humaines que j'ai fait à Sciences Po, qui est assez peu connu, mais qui est la même procédure que les Sciences Po habituelles. Puis on a un tronc commun avec les autres. Mais tu vois, déjà, ça partait sur, j'ai envie de travailler dans le domaine de l'emploi, du travail, des RH, etc. Et j'ai envie de faire un truc qui me plaît. Donc, j'étais pas non plus, tu vois, complètement coupée de mes ressentis et de mes envies, mais j'étais très drivée par le côté accomplissement. Hmm. Après, on va pas se mentir, hein, ce côté accomplissement, il a pu revenir après. Je le vois dans mon business. Ensuite, les premières années, j'avais un objectif tu vois, des ambitions en termes de chiffre d'affaires, de statut, quand bien même c'est pas le driver numéro un du tout. Ça fait partie quand même des choses qui m'ont motivée. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a encore une part de ça. Donc, je pense qu'il faut juste aussi assumer qu'on puisse avoir encore un petit peu de ça. Ok, hyper intéressant. Donc, en fait, tu avais des rêves. Donc, enfin, la première chose que tu as dit, c'est que moi, je faisais métro boulot dodo, mais j'avais deux rêves. Pouvoir aller lire un livre en plein Paris et pouvoir aller faire enfin, le tour de l'Europe. Et du coup, j'ai l'impression que tu avais tu étais drivé par tes rêves et en même temps, tu dis, j'ai quand même de l'ambition, je veux réussir, j'ai la gagne, entre guillemets. Donc, j'ai l'impression que c'est ce combo épanouissement, rêve et en même temps, un peu cette rage au fond de toi d'y arriver et vraiment de créer ta réalité, la réalité à laquelle tu rêvais en fait à la base. C'est ça peut-être qui t'a poussé à créer ton propre business et à aujourd'hui prôner du coup de vivre confortablement de son business tout en Ouais. menant la Dolce Vita. Ben, c'est ça, en fait, je t'ai parlé de mes routines de princesse, mais c'est pas une blague, ce terme de princesse, c'est dans le sens où, regarde, j'ai même un collier de princesse, tu vois. C'est que j'aime bien gagner ma vie, en fait. Voilà, j'aime vivre confortablement. Les hôtels, je préfère quand ils ont 5 étoiles. Voilà, donc en fait, je le sais que alors à l'époque, c'était pas. En fait, je pense que les standards, tu vois, ils augmentent au fur et à mesure. Et quand tu commences à prendre goût, après, tu as du mal à redescendre et tout. Donc, à l'époque, c'est pas forcément les mêmes standards qu'aujourd'hui. Et peut-être qu'un jour, ils seront encore plus élevés, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était ouais, une recherche de confort de vie parce que j'aime bien gagner ma vie. J'aime pouvoir, même, tu vois, je plaisante avec les hôtels, mais ça compte. Mais dans le quotidien, j'aime ne pas regarder à la dépense et pouvoir, je pense par exemple à l'alimentation, je vais faire en sorte d'avoir une alimentation qui est saine, qui est de qualité. Et en fait, bah, tout ça, c'est des choses qui ont un coût, tu vois. Et du coup, ben, ma recherche permanente, c'est comment je fais en sorte de gagner de l'argent d'une façon qui est équilibrée, nourrissante intellectuellement, qui me stimule et qui me permet d'avoir le mode de vie que j'aime. Et ce sera toujours ma priorité. Et euh, franchement, ces dernières années, il n'y a rien qui m'a fait dévier de ça, même quand je me suis associée. J'ai fait mes 3 premières années de post-ADEME toute seule et ensuite j'ai rencontré celui qui était devenu mon associé après. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, l'entreprise que j'ai développée pendant 6 ans, elle s'appelle Post-ADEME. C'est une entreprise de formation en reconversion professionnelle. Et en fait, au bout de 6 ans, je l'ai revendue. Donc là, au moment où on fait l'interview, ça fait déjà quelques mois que j'ai vendu cette entreprise. Et donc, quand j'ai rencontré mon associé, c'est quelqu'un qui est multimillionnaire, qui est investisseur en multi-entrepreneur, enfin, voilà, qui a un niveau incroyable. Et quand on s'est associé, je lui ai dit par contre, attention, parce que moi, je tiens à mes vacances et je vais pas, parce qu'on a des ambitions et des projets ensemble, travailler 60 heures semaine, en fait. Donc, est-ce que c'est OK pour toi, sachant mon fonctionnement là-dessus? Et il m'a dit, ouais, ok, moi, il y a pas de souci. Enfin, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit et c'était pas l'idée. Et tu vois, même à ce moment-là où finalement j'aurais pu tomber dans quelque chose de, ok, on va chercher à faire plus et je veux prouver que et je veux qu'ils se disent que c'était une bonne décision de s'associer ou tu vois, toutes ces motivations-là, je les ai quand même mises le après mon équilibre de vie et en fait le respect de ma santé mentale, physique, etc. Donc c'est vraiment ça ma priorité.
Hyper inspirant. Je pense que ça va vraiment, j'espère en tout cas parler à plein de personnes. En fait, tu as un cadre hyper clair parce que je comprends de ce que tu veux, ce que tu veux pas, et tu tiens ton cadre sur ton bien-être, sur ton propre respect de toi-même, de ton énergie, de ce que tu veux et ce que tu veux pas. Tu as des sens standards, j'ai l'impression, hyper clairs. Et du coup, tu les poses directement moi, je trouve que ça demande beaucoup de courage de faire ça et de clarté et aussi de conscience de soi. Du coup, incroyable. Bravo pour ça, Charlotte. J'avoue que je me reconnais un peu dans ce que tu dis. C'est quelque chose que j'ai appris du coup avec le développement personnel quand j'ai commencé à me faire coacher il y a quelques années. C'est une des premières choses que j'ai appris avant quand j'ai un rêve, d'abord dresser la liste de mes standards, comment je veux que ce soit, quelles sont mes limites, quels sont mes horaires, comment je veux me sentir, arriver avec mon cadre prédéfini et le poser. Et proposer aux personnes si ça convient ou pas, pour moi, me respecter déjà, mais déjà arriver avant, oui, à la situation, en sachant, en connaissant ses propres limites à soi, ça permet de les poser sainement et donc de se respecter et de respecter son propre épanouissement. Donc, oui, ça c'est énorme, je trouve. Merci de partager ça. Euh, ok, donc du coup, on a déjà une bonne rétrospective de ton parcours entrepreneurial, de pourquoi tu es devenu entrepreneur, comment tu es devenu entrepreneur et ta vision du coup pour toi du business. Du coup, ce podcast s'appelle Entrepreneur passionné et ma question pour toi maintenant, c'est qu'est-ce qui te passionne dans ton métier actuellement? Hmm. Dans métier actuellement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, depuis que j'ai vendu, et même avant que je vende Postadem, j'avais commencé mon nouveau business où effectivement j'accompagne les entrepreneurs à faire ces 6 chiffres en vivant la Dolce Vita. Et à date, jusqu'à maintenant, les seules offres que j'ai, c'est des immersions. Ça va bouger à l'avenir, il y a des projets, mais jusqu'ici, c'est des immersions et en fait, c'est des rencontres en présentiel où on travaille sur le business du client, soit en individuel, soit sur des formats groupes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que pendant des années, j'ai développé un business en ligne avec de la formation en ligne et où moi, j'étais plus du tout impliquée dans le fait de délivrer aux clients. Enfin, ça faisait très longtemps que j'avais pas été au contact des clients moi-même. Et là, pour le coup, dans mon nouveau business, eh bien, je suis au contact direct puisque je les accompagne en présentiel, tu vois. Donc, on est carrément dans, entre guillemets, l'autre extrême, tu vois. Et du coup, ce qui me passionne là-dedans, et ben, en fait, c'est justement de m'inspirer moi, c'est-à-dire de grandir moi-même via mes expériences, mes lectures, mes réflexions, et de retransmettre ça. C'est ça que j'adore, vraiment le fil rouge, quel que soit le format, l'offre, ce que tu veux. En fait, le fil rouge, c'est systématiquement ça. Et donc, c'est ça qui va me passionner, c'est ce que je vais adorer faire donc en ce moment sur ce format des immersions, parce que je suis autour d'une bonne table. Alors oui, dans ce qui me passionne, c'est les beaux endroits, j'ai parlé des beaux hôtels, et bien manger dans ces beaux endroits. Donc du coup, j'invite mes clients à venir dans ce genre de beaux endroits et à bien manger et à parler de leur business à cet endroit-là. Et je vais aimer du coup le faire parce que tu sais, quand on transmet, c'est là qu'on apprend aussi le plus. Et donc moi, j'adore pouvoir être confrontée à leurs problématiques, leurs différentes personnalités, les différents business. Et j'apprends aussi beaucoup comme ça. Donc m'inspirer de différentes façons et transmettre derrière. Et donc les formes que ça peut être ça, mais ça peut être aussi, tu vois, dans le contenu, ça peut être, tu vois, j'ai mon canal Telegram où je transmets beaucoup en audio de façon très simple, tu vois, et directe. Et en fait, c'est quelque chose que j'adore faire. Et depuis petite, c'est ça, hein, quand j'étais petite, le mercredi après-midi, j'allais chez mes grands-parents. Et ils avaient beaucoup de chance puisque le mercredi l'après-midi, je leur faisais l'école. Et donc, ils étaient assis avec mes peluches. Et donc, ils avaient des devoirs, bien sûr, à faire d'un mercredi sur l'autre. Et je leur faisais la classe pendant, pendant une bonne partie de l'après-midi. Donc, tu vois, ça fait partie de toute façon du fil conducteur depuis toujours, en fait. Waouh. Ok. Du coup, après avoir vendu Postadem, donc Postadem, tu avais plutôt une posture opérationnelle où tu gérais vraiment l'entreprise et où tu te sentais plutôt déconnecté de ta clientèle. Et là, pour retourner directement au contact de tes clients, faire des immersions même en présentiel, du coup, avec des entrepreneurs pour les aider à développer leur business. Et donc, du coup, ce qui t'inspire vraiment, c'est être au contact d'eux, créer avec eux, d'être confronté aux problématiques, t'inspirer du coup, en fait, tu apprends beaucoup aussi au contact des personnes, ça t'inspire, ça te nourrit et en même temps transmettre aussi, c'est ce qui te fait vibrer. Donc c'est ça qui te passionne aujourd'hui dans ton métier, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et tu vois, sur Postalem, justement, j'avais plus tellement de rôle opérationnel, enfin assez peu. Mais par contre,
Alors, Postalem, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions en 6 ans, hein. Au début, j'étais connectée. Au début, c'est moi qui coachais les clients, c'est moi qui créais les premiers gros programmes de formation, j'organisais des événements, donc j'étais très, très connectée. Et Mm. ensuite, j'ai commencé à développer l'entreprise, à la structurer. Ensuite, il y avait l'équipe. Et du coup, ce qui me motivait sur la fin n'était pas ce qui me motivait sur le début. Et donc, c'est très possible aussi que dans mon activité actuelle, les choses, elles évoluent. C'est même sûr, de toute façon, tout évolue. On ne sait Mm. juste pas la forme que ça va prendre, mais ça va évoluer. Et pour le coup, sur la fin, c'était l'équipe où ça me motivait vraiment. Et parce que je pense qu'il y avait aussi une forme de je m'inspire et je transmets à l'équipe. Tu vois, par exemple, quand j'allais à des rencontres, parce que je participais à des masterminds pendant des années, dès que j'allais à une rencontre mastermind, j'étais super contente le lundi de faire une petite vidéo où j'expliquais à l'équipe ce que j'avais appris, comment ça pouvait nous être utile. Tu vois, donc c'était ce côté ouais, lien et transmission. C'est juste que je pense que selon les phases du business, selon les phases de vie aussi personnelles qu'on a, ça va juste pas prendre la même forme. Mais ça, Mm. c'est quelque chose qui est important et que je donnais déjà dans mes recommandations, dans les formations post-ADEME pour les gens qui cherchent leur voie, mais que je donne aussi Mm. à mes clients entrepreneurs qui cherchent à se reconnecter vraiment à leur, ouais, à leur flamme, à ce qui les a motivés à se lancer, etc. Parce que quand on est entrepreneur, on peut aussi se démotiver et ne plus trouver de sens dans ce qu'on fait. Et c'est d'arriver à reconnecter à ce fil directeur. En fait, c'est quand on est attaché à la forme que ça prend que là, on est en souffrance. Mais quand on se rend compte que ce qui nous drive intérieurement, c'est quelque chose qui peut évoluer dans les formes, bah là, tout de suite, on est beaucoup plus libre, je trouve, flexible dans la façon de faire du business et on reste connecté à ce qui nous nourrit profondément. Ah, ok, super intéressant. J'avais jamais vu ça comme ça. Du coup, oui, la flamme pour toi, c'est ce qui perdure dans le temps et la forme que crée la flamme, finalement, peu importe tant que la flamme reste, quoi. Ok, ok, super intéressant ça. Ok. Merci pour le partage. Ok. Euh, et du coup, on peut, si ça te va, passer un peu rentrer un peu plus dans ta vision, du coup, Dolce Vita de l'entrepreneuriat. Moi, ce que j'admire beaucoup dans ton business, c'est le fait qu'on sent vraiment que tu as un côté minimaliste, essentialiste. Euh, enfin, on sent vraiment que tu maîtrises le 80-20, la loi de Pareto, que tu arrives à choisir les actions qui sont vraiment impactantes, qui amènent du résultat. On le sent, c'est très simple, comme tu le disais dans ton canal Telegram. C'est simple et efficace, tu transmets des informations pertinentes voilà, et de manière très simple, il n'y a pas de montage, c'est fait sur le vif, même sur tes carousels, sur tes posts Instagram, on sent qu'il y a une fluidité, une simplicité, et en même temps, c'est impactant. Est-ce que du coup, euh, alors, comment t'en es arrivé à être aussi impactante dans ton business? Ce serait ça ma question. Dans le côté impact ou dans le côté minimalisme? Ouais, Sur quel angle tu veux que j'aille? oui, plutôt minimaliste. Merci d'avoir repris. Hmm. Euh, c'est une bonne question que je ne me suis pas posée. Ou alors, C'est si une- tu veux, on peut prendre le problème autrement. S'il y a une entrepreneur ou un entrepreneur qui te pose cette question-là, comment tu pourrais l'aider Ouais, à être ouais. plus minimaliste dans son Non, non, business? mais c'est vraiment une bonne question. Et justement, c'est intéressant que je me la sois pas posée parce que je réfléchis en fait à quel moment c'est arrivé. Je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup pesé. En fait, je pense qu'il y a quand même quelque chose de naturel parce que tu vois, ce qui m'a beaucoup pesé dans mon emploi dont je t'ai parlé, par exemple, c'est que, purée, on passe notre temps à faire des fioritures sur des trucs dont on n'a rien à cirer, quoi. Non, mais vraiment, et c'est ça qui me rendait dingue, c'est que j'étais consultante du coup, j'intervenais dans des grandes boîtes dont je ne citerai pas le nom, mais que tout le monde connaît. Et en fait, mais ils passent des heures à se prendre la tête sur des détails, mais vraiment, ça ne changera rien à la face du monde, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'a épuisée. Surtout du coup que tu parles de ça en réunion pendant des plombes pour rien. Et je pense que ça, si déjà ça m'a autant agacée, c'est que de base, je dois quand même avoir un côté essentialiste naturellement, tu vois. Et en plus de ça, je pense que je dois être en réponse à ce traumatisme de passer trop de temps sur des choses inutiles. Donc, je ne sais pas exactement dans quel sens, dans quel ordre ça s'est fait, mais le constat, c'est ça. Et en fait, j'ai envie de te dire, pour moi, j'ai pas le choix. Hmm. J'ai pas le choix que d'être essentialiste, minimaliste. Faudrait voir l'origine exacte, et quel est le mot le plus approprié, mais je vais te donner la journée d'aujourd'hui. Voilà, on est jeudi, bon, c'est une journée comme une autre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que j'ai du boulot, tu vois, on est en train de lancer une nouvelle offre. J'ai pas mal de clients là où je suis en train de finaliser leur inscription à la prochaine immersion. Elle s'est bookée en 3-4 jours, donc ça a été rapide. Donc il y a ça. J'ai pas mal de MP auxquels je dois répondre. J'ai des sujets administratifs.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je veux aussi lancer aussi mon podcast, je veux relancer un podcast. Donc, j'ai des projets de long terme, j'ai des choses urgentes, j'ai des choses importantes. Il y a un peu un mix de tout ça. Au milieu de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est que demain, justement, j'ai une immersion. Donc, je veux être en forme. Donc, je veux prendre soin de moi. Je veux me coucher tôt ce soir. Donc, je vais pas pouvoir faire des horaires à rallonge parce que je veux être en pleine forme demain. Euh, je tiens à ma santé et à mon bien-être physique et tout ça, donc ça compte. J'avais une amie à voir aujourd'hui parce que c'est important pour moi aussi. Donc, qu'est-ce que je fais de tout ça? Tu vois, concrètement. Eh bien, en fait, ma priorité va aller à mon bien-être et va aller à ce qui est le plus important dans mon business. C'est quoi le plus important dans mon business? C'est avoir des clients et avoir des clients satisfaits. OK? Donc, à partir de là, qu'est-ce que je me dis? Eh bien, mon temps personnel, il va commencer par aller nager. Donc, ce matin, je me suis levée pour aller nager, pour être en forme, parce que quand je vais nager dans la mer, elle est à 1 minute de chez moi. Donc, ça aide. Après ça, je suis en pleine forme, donc j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai un petit peu travaillé sur les choses essentielles, c'est-à-dire le lancement de l'offre. Ensuite, j'ai vu cette amie avec qui j'ai brunché et j'ai pris le temps d'être avec cette amie sans penser au boulot parce que, bah, à un moment présent, je suis avec elle. Et ensuite, bah, du coup, cet après-midi, ah oui, bah, accessoirement, j'ai le rendez-vous avec toi. J'ai un autre rendez-vous aussi parce que du coup, je groupe mes rendez-vous. J'aime pas avoir des rendez-vous éparpillés partout, justement pour pouvoir suivre le flow, l'énergie, etc. Et pouvoir mettre mes séances de sport ou ce que j'ai envie de faire de façon fluide. Donc, je groupe les rendez-vous sur la même demi-journée en général. Et du coup, en plus de ces rendez-vous cet après-midi, je sais que je vais être très, très focus sur le lancement de l'offre et les échanges avec les clients. Et je sais qu'il y a des choses qui vont passer à la trappe aujourd'hui. Donc, je sais que ce n'est pas parfait. Et je sais très bien que pour quelqu'un qui veut que chacun ait une réponse réactive à ses messages, qui veut que les projets ils soient lancés vite, qui veut accélérer sur la croissance de son entreprise, etc., quelqu'un qui va regarder ça en priorité ne va pas organiser la journée comme la mienne. Ce matin, Mm. cette personne ne serait pas allée nager, elle n'aurait pas brunché avec son ami, elle serait arrivée au boulot, au bureau assez tôt pour enchaîner tout ça. Et c'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'en fait, moi, par rapport à mes priorités, c'est ça. Et donc, je sais très bien que mon business, il pourrait décoller beaucoup plus vite si j'y allais plus à fond. Je sais qu'il y aurait peut-être des gens qui seraient plus contents si je leur répondais plus vite, par exemple. Mais en fait, moi, au long cours, après surtout 7 années d'entrepreneuriat et en 7 ans, je vois aussi le long terme derrière une décision, derrière une stratégie, derrière des micro-choix du quotidien. Et en fait, je le vois chez moi et chez d'autres qui, pour le coup, ont fait passer en priorité leur business, leur croissance rapide, etc. Et moi, ça me convainc d'autant plus dans mes choix qui sont des micro-décisions du quotidien. Et donc, tu vois, aujourd'hui, c'est juste un exemple de journée, mais qui te montre en fait que du coup, je fais une croix sur certains aspects de la perfection, mais je me concentre sur ce qui me semble être l'essentiel dans le business, c'est-à-dire faire rentrer du chiffre d'affaires et sur mon bien-être. Et en fait, en faisant ça, moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est que je tiens sur le long terme, en fait, et que je suis bien sur le long terme. Et tu vois, je lisais un livre là, il y a quelques jours avec ce fameux sujet de, bah, en fait, si ta vie était bientôt finie, tu te retournes sur ta vie, est-ce que tu l'as vécue comme tu voulais? Question cliché, classique du dev perso qui parfois même, peut même avoir tendance à m'agacer. Mais là, il se trouve que je lis un truc qui fait penser à ça. Et je me dis, et c'est pas du tout la première fois que je me dis ça, je me dis, bah ouais, en fait, même la semaine qui vient de s'écouler, je l'aurais pas fait différemment, en fait, pour ces raisons-là. Alors que je pense que si je m'étais forcée à rester derrière mon écran pour que tout soit parfait, mais que je sois pas allée nager, voir mon ami, etc., ben, en fait, là, j'aurais l'impression de passer à côté d'une partie de ma vie. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a une part de moi qui a tellement envie de vivre ma vie maintenant et pas pour un demain hypothétique, que du coup, c'est aujourd'hui ou jamais quelque part. Et donc, ça joue dans le fait que je vais forcément à l'essentiel dans mon business. Voilà. C'est une longue réponse, mais pour Ouais, t'expliquer en fait que ça part. C'est pour ça que c'est pas une question d'astuces de productivité ou de je sais pas quoi. Oui, bien sûr que oui, ça en fait partie, mais à la base, en fait, tu peux avoir les meilleures astuces de productivité et d'organisation de la Terre si euh, tu as en valeur haute et t'es entre guillemets matrixé par le fait de faire toujours plus et que ce soit parfait. Tes astuces, tu vas juste t'en servir pour faire encore plus, en fait. C'est juste ça la différence. Donc, c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que j'invite mes clients à le faire aussi. C'est quoi qui est fondamentalement important? C'est quoi ta philosophie de vie à toi? Et je dis pas aux autres de faire comme moi, hein. Je veux dire, chacun a sa façon de faire, mais de se poser véritablement la question. Et c'est pour ça que j'ai ce discours autour de la Dolce Vita. La Dolce Vita, c'est une vie douce, en fait, hein, c'est cette idée-là. Et tout ce que je partage dans ma philosophie de vie pour que chacun vraiment se pose la question. Et peut-être qu'en fait, ce qui est important pour toi, ça peut être le temps avec ta famille, si tu es très famille ou si tu as des enfants. Ça va être tes enfants, si c'est un certain sport, si c'est
ton couple, moi par exemple, mon couple a une grande place dans ma vie. Et en fait, ben, quand je suis vraiment focus couple et qu'on n'est pas en train de parler business et tout, quand on dit là, c'est notre moment couple, bah, c'est le moment couple en fait. Et si c'est le moment couple qui dure une semaine parce qu'on part une semaine ou même un week-end, c'est focus là-dessus. Et je pense que c'est ça la vraie question qui nécessite de l'honnêteté avec soi-même déjà. Déjà, c'est beaucoup, et qui nécessite aussi de s'affranchir des normes parce qu'on dit oui, quand on est entrepreneur, tu sais, on est un peu fier de nous en disant ouais, on a quitté la rat race, on a quitté justement le côté moutonnage du salariat, on a tout compris à la vie, mais non, 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 souvent on se retrouve à reproduire la même chose parce que c'est ancré en nous en fait. Ça a été, on a appris ça potentiellement de nos parents selon le modèle familial, on a pu apprendre ça de l'école, de l'entreprise, donc c'est pas de notre faute. C'est simplement que ça fait partie de notre culture et du coup, s'affranchir de ça, c'est pas si simple, surtout dans l'entrepreneuriat. Souvent, les entrepreneurs sont très versés, tu vois, motivation, en faire toujours plus, et puis dev perso, mais dev perso dans le sens de devenir la meilleure version de soi-même. Et la meilleure version de toi-même, tu travailles pour ça. Donc, on est dans une espèce de quête d'amélioration, de quête de plus, soi-disant pour plus de liberté et plus de bonheur, mais de ce que je peux voir et de ce que j'ai aussi vécu pour moi, parce qu'attention, hein, si j'ai toutes ces réflexions, c'est aussi qu'il y a eu des moments où je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui allait pas. Et ben là tout de suite, on prend un petit peu plus du recul sur tous ces discours-là. Mais voilà, après, chacun son histoire aussi. Moi, c'est quelque chose qui, de mon histoire personnelle, familiale, a vraiment du sens pour moi de vivre la vie maintenant et pas un jour où on ne sait pas si elle sera encore là, tu vois. Enfin, ça fait partie aussi je pense, de nos expériences de vie. Mais voilà, tout ce que j'avais envie de rappeler. Et souvent, d'ailleurs, tu vois, c'est les gens qui ont vécu, enfin, ça peut être une maladie, ça peut être des deuils, ça peut être des accidents, des choses comme ça, qui, là, vont faire passer la recherche d'accomplissement ou de validation extérieure ou de croissance à tout prix. Ça, ils vont le faire passer après, en général. Il y a besoin d'en passer par là, ou ça peut être par un burn-out ou plein de choses, pour se dire qu'en fait, il faut mettre les priorités dans le bon ordre, quoi. Waouh, je ne pourrais pas résumer tout ce que tu viens de dire, c'était incroyable. T'inquiète Mais pas. en tout cas, c'est une énorme leçon de sagesse entrepreneuriale, en tout cas, je trouve, que d'arriver à faire passer son bonheur en fait en priorité, son bien-être. Encore une fois, tu as vraiment, je trouve, cette clarté sur tes besoins, euh, voilà, que j'ai l'impression que tu as très clair. Du coup, ça te permet vraiment de poser des actions, de poser tes limites et d'être hyper clair en permanence et presque, je trouve, hyper consciente de pourquoi tu fais les choses et d'être intentionnelle dans ton quotidien. Oui, je veux aller voir mon ami. Oui, je veux aller nager en premier dans ma journée. Non, j'ai pas envie de passer 18 heures à bosser sur mon business, c'est mort, parce que je veux vivre heureuse et si demain ma vie soit arrêtée, je dois me retrouver à l'hôpital, j'ai pas envie de me rappeler que j'ai passé les 6 derniers mois enfermée dans mon bureau à bosser sur mon business. Et voilà, incroyable. Enfin, j'ai rien à dire après ça. Je suis vraiment, enfin, je suis admirative en tout cas de ça, de la clarté, de ta sagesse. Euh, ouais, et en fait, et du coup, bah, ça fait une parfaite transition parce que du coup, ton état d'esprit, ta philosophie, elle vient vraiment créer un business au service de ta vie, du coup, de la vie que tu rêves, de ta vie idéale. Et donc, tu parles souvent sur le réseau de construire un business à 6 chiffres. C'est un peu ta tagline, un business à 6 chiffres tout en vivant la Dolce Vita. Comment on fait pour toi pour créer comment on fait, oui, selon toi, pour créer un business à 6 chiffres ou un business qui serve vraiment notre vie? C'est quoi pour toi Non, allez, on va partir sur une seule question. Quelles sont les étapes pour toi pour... Je vais essayer de me clarifier en même temps que je te parle. Quelles sont les étapes pour toi pour réussir à créer un business à 6 chiffres, donc à 100K annuels, tout en menant la Dolce Vita? Ok. Tu as pas plus de 30 minutes, Charlotte. Allez, c'est parti. Le tuto. Déjà, je pense que la première chose super importante que je veux préciser, c'est qu'effectivement, faire passer le bonheur en premier et donc pas passer trop de temps derrière son ordi, ça ne veut pas dire, je pense que c'est bien de le préciser, ça ne veut pas dire que le travail dans notre business, c'est le truc un peu pénible qui passe après tout le reste parce que c'est pas ça qui nous nourrit. Pour moi, justement, le temps passé dans le business doit, c'est une injonction, tu vois, mais autant qu'il soit le plus inspirant possible. Et donc, c'est pas, ouais, mon business me saoule, donc j'en fais le moins possible pour profiter de la vie. Pour moi, profiter de la vie, dedans, il y a aussi le fait d'avoir un business qui nous inspire. Tu vois, il y a vraiment, pour moi, en fait, le fait de s'épanouir, de se nourrir, c'est vraiment sur tous les plans, en fait. Et là où je vais à l'opposé du fait de se dire, il y a que le business qui compte, mais pour autant, le business en fait aussi partie. Donc,
pour avoir un business à 6 chiffres, tout en vivant la Dolce Vita, euh, ben, je vais commencer par ça. Déjà, le fait d'avoir un business qui nous inspire, c'est un peu cliché, mais avec lequel on est aligné. Alors, aligné, ça veut un peu tout dire et rien dire, mais en tout cas, vraiment, c'est ce mot, moi, qui me vient, qui nous nourrit, tu vois, qui nous nourrit intellectuellement, spirituellement, humainement avec les gens qu'on va côtoyer. Sur notre créativité. Moi, c'est tout ça que je vois, en fait, qui nous nourrit aussi dans le sens où il nous fait grandir. Donc, ça, pour moi, c'est la base parce que si ton business ne t'inspire pas, ne te nourrit pas, alors tu peux effectivement copier-coller des stratégies, des business models qui fonctionnent et machin, sans te poser 36 000 questions. Il y en a dont c'est le fonctionnement, c'est pas le mien. Je suis pas sûre que ça dure très longtemps en termes d'intérêt et tout ça, mais après, pourquoi pas, c'est une expérience comme une autre. En tout cas, pour aller chercher les 100 000 € et plus en ayant la Dolce Vita, pour moi, c'est un prérequis. Donc déjà, c'est ça. Pour autant, pour les personnes qui n'ont pas encore vraiment, qui sont pas sûres que leur business soit vraiment inspirant pour elles, c'est aussi dans l'action qu'on peut le savoir. C'est pas sur une théorie ou sur un pitch tout lisse qu'on sait si un business il va nous nourrir ou pas. C'est dans la façon dont on le développe, tout simplement. Donc déjà ça. Ensuite, bah, je sais pas dans quel niveau de détail tu veux que je rentre, mais en gros, c'est les fondamentaux. Un business à 6 chiffres, c'est un business où il y a une cible qui est clairement identifiée, une cible de clientèle, où on a identifié le problème qu'on résout ou le désir qu'on résout, où on a identifié la solution qu'on pouvait apporter à ça pour aider nos clients à résoudre leurs problèmes ou leurs désirs, et que pour amener cette solution, eh bien, on a une méthodologie, en tout cas, je parle dans tout ce qui est business du type coaching, formation, accompagnement. Si tu veux ouvrir une boutique je sais pas, de bougies ou de robes de mariée, je connais moins bien. Je ne connais pas ce genre de business model. Mais en tout cas, pour nos activités, je pense que la plupart de tes clients sont aussi un peu dans cet univers-là, eh bien là, c'est d'avoir une offre qui répond à ce besoin-là. Là aussi, c'est classique ce que je dis, mais je me rends compte que c'est ce qui manque dans plein de cas et qui fait qu'il y a des personnes qui vont pas déjà, avec ça, rester en dessous de 20 000, 30 000 € de chiffre d'affaires par an. Déjà. Donc, avec une cible bien identifiée, une offre bien positionnée, et un canal d'acquisition de nos clients, je ne rentre pas non plus dans un niveau de détail trop abouti, mais on va dire un canal par lequel on trouve nos clients, déjà avec ça, on peut faire 20 000, 30 000, 50 000, et selon moi, on peut faire jusqu'à 100 000 de façon simple, ne serait-ce qu'avec une offre, avec ce genre de business-là. Donc évidemment, derrière, ça va dépendre de ton positionnement prix, il y a tout ça qui est à prendre en compte, mais pour moi, ça part de là. Ce qui va permettre aussi d'aller vers les 100 000, c'est qu'on a justement un positionnement et un message clair. C'est-à-dire que moi, pour moi, le concept le plus important et dont on parle jamais, c'est le concept de la big idea. Pour moi, la big idea, c'est la grande idée. C'est quoi dans ton business, dans ton contenu, dans ton offre, dans tout ce que tu fais, la grande idée que tu transmets. Par exemple, moi, la big idea de ce que je transmets, c'est que oui, on peut gagner, enfin, gagner. C'est pas un salaire net, hein, les 100 000, mais en tout cas, sauf si on fait bien plus, hein, et que c'est ce qui reste, mais en tout cas, on peut faire un chiffre d'affaires de 100 000 € par an et avoir une vie douce et tranquille en même temps. Moi, c'est ça la big idea, et du coup, c'est pour ça que je la répète et que je l'amène et que je l'amène, tu vois. Euh, pour moi, une big idea, c'est une idée qui est, en tout cas pour notre audience, contre-intuitive, qui est pas ce qu'elle entend d'habitude. Alors pour nous, quand on transmet ce message, ça nous semble évident. C'est-à-dire que pour moi, je me dis, bah oui, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire ni de sorcier à faire 100 000 €, même bien plus par an. Enfin, je vois, moi, si tu me prends moi toute seule, c'est mon quotidien. Donc je vois pas en quoi c'est une grande idée. Mais pour quelqu'un dont c'est pas le quotidien, c'est une big idea, c'est une grande idée. Pareil, le fait de quitter un CDI pour faire ce qu'on aime, je veux dire, moi, à l'époque de Postalem, ça, il y a quand même rien de révolutionnaire là-dedans. Mais par contre, aux yeux de la cible, ben oui. Et moi, c'est pareil, des fois, je découvre des trucs, je me dis, waouh, mais c'est incroyable ce que dit cette personne et tout, j'ai jamais entendu ça. Et en fait, une fois que je commence à creuser et à me renseigner, je me dis, ah oui, non, mais en fait, c'est pas la seule à dire ça. Et donc, pour elle, ça doit sembler évident. Donc, en tout cas, pour moi, ce qui permet aussi d'aller à 100 000, c'est qu'on amène sur le marché une grande idée. Ça ne veut pas dire que personne d'autre ne l'a dit, cette idée-là, mais ça veut dire que nous, on va avoir quand même un message qui est vraiment très spécifique, qui reste quand même assez rare et qui, du coup, est impactant aussi pour notre audience. Et avec ça, eh ben là, on peut se démarquer et on peut faire grandir le business. Donc pour moi, ça va être ça, déjà la base. Ensuite, évidemment, ça nécessite d'avoir ouais, bon, le prix, etc. Je ne vais pas rentrer dans un cours business non plus ici, ce serait long. Mais je pense qu'un autre élément important, c'est de se dire que ça reste du business. Et qui dit business dit vente. Et il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui sous-estiment totalement l'importance du marketing et de la vente, voire qui ont peur de ça, qui pensent que le marketing, c'est un vilain mot
qui pensent que les vendeurs, c'est des marchands de tapis. Et donc, en partant de ça, bah forcément, c'est compliqué d'aller vendre pour 100 000 euros par an ou plus, forcément. Et donc, pour moi, un des fondamentaux, en plus de ce que j'ai dit ici, c'est de progresser en marketing et en vente. C'est un domaine dans lequel on ne s'arrête jamais de progresser. On a toujours énormément à apprendre, etc. Les meilleurs vendeurs, même dans les secteurs plus traditionnels, ils font ça depuis toujours et ils continuent, etc. Donc, c'est un métier à part entière et c'est totalement sous-estimé et c'est très souvent mal perçu. Pour moi, le marketing, c'est simplement de se faire connaître de gens qui ne nous connaissent pas. C'est rien de plus que ça. Et la vente, c'est un échange de je peux résoudre ton problème contre de l'argent. Enfin, c'est juste ça, en fait, hein. Et quand on voit les choses comme ça, tout de suite, ça permet de relativiser. Et le conseil que je donne pour aller au moins jusqu'à 50 000 de chiffre, parce qu'après, selon ton positionnement prix, bon, ça peut être plus compliqué si tu es sur des petits prix, 100 000, ça nécessite de faire du volume. Mais c'est toujours de garder en tête il y a un mot pour moi, c'est conversation. En fait, j'ai toujours fait comme ça. Au début de Postadem, pour faire mes premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'allais avoir des conversations avec les gens. Ma nouvelle activité, tu l'as dit, j'ai créé le compte Instagram il y a 1 an et demi. J'ai juste commencé avec des conversations. C'est systématiquement des conversations avec des gens. La vente, c'est juste un échange d'humain à humain, en fait, hein. C'est rien de plus compliqué que ça en soi. Et donc, si tu abordes la vente en te disant, il faut que je pitch, il faut pas que je manipule, tu vois, mais que je fasse de la bonne façon. Non, on est juste là pour communiquer, échanger. Alors oui, bien sûr, qu'il y a des choses qui s'apprennent, forcément, mais la base, c'est d'avoir des conversations. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se planquent derrière un compte Instagram, du joli contenu, des choses comme ça, mais qui en fait n'ont pas suffisamment de conversations, alors des conversations pas suffisamment qualitatives, et c'est ça qui fait qu'ils ne font pas le chiffre d'affaires dont ils ont besoin pour vivre. Donc voilà, je pense les fondamentaux que je peux partager ici. Ok. Un business aligné, une cible, une problématique, enfin, une cible avec une offre qui répond à une problématique, à un besoin, une offre bien positionnée, puis une big idea, et enfin un marketing et voilà, être entre guillemets à l'aise avec le marketing et la vente, oser se vendre et oser se marketer, ouais, marketer son business, son offre. Oui. Ce serait ça voilà, les quatre Ouais. étapes, premières étapes pour toi Ouais, je pour pense que c'est créer. vraiment ça l'essentiel. Et ça, couplé du coup à une bonne connaissance de soi et à être assez clair sur comment se construire une Dolce Vita, parce que pour se construire un business à 100K, on a la recette, mais du coup, pour le coupler à la Dolce Vita, c'est être en parallèle au clair sur qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, de quoi on rêve, et arriver à se faire passer en priorité. C'est Ouais, ça? c'est ça. Et ouais, c'est tout à fait ça. C'est ta priorité, c'est poser ton cadre et du coup, c'est une connexion à soi sur tous les plans. Hmm. Je pense que c'est ça. Et quand je dis sur tous les plans, ça va être sur l'aspect, ça peut être sur le plan spirituel, pour ceux que ça appelle, évidemment, moi ça en fait partie. Ça va être sur le plan physique aussi, j'insiste aussi beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, si tout est toujours dans ton mental et dans ta tête, c'est compliqué et c'est là que tu as du mal à décrocher. Alors que si tu as des pratiques physiques de connexion au corps, et c'est pas forcément de faire du sport de haut niveau ou je sais pas quoi quand c'est pas notre truc, Hmm. mais une pratique d'activité physique qui nous plaît, qui nous fait du bien. Moi, ça va être beaucoup, alors ça dépend des saisons, mais ce qui reste toujours, ça va être le yoga, ça va être là, je suis dans ma phase de pilates à fond depuis quelques mois. Là, en ce moment, il y a la nage, l'hiver, c'est plutôt la marche, etc. Donc voilà, je vais vraiment être en mouvement beaucoup. Ça peut même être par le massage, ça peut être par juste le fait d'être connecté à son corps de plein de façons différentes. Et ça aussi, je pense que c'est une exploration qui n'a pas de fin, en fait. Et ça aide énormément, ne serait-ce que pour la régulation du système nerveux, pour l'équilibre, pour beaucoup de choses. Donc, effectivement, connexion à soi sur tous les plans, connexion à ses émotions, connexion à beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quand je parle du corps, ben, c'est compliqué aussi d'avoir la Dolce Vita et d'être bien dans ses baskets quand on se nourrit mal, quand on prend pas soin de sa santé, quand on dort mal, quand on est sur un niveau de stress permanent trop élevé. Et je dis pas que c'est facile tout ça, hein. L'alimentation, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Pareil sur le stress, hein, sur la régulation du stress. Moi, je sais que j'ai un enjeu là-dessus parce que dans les faits, dans mon ressenti, je ressens pas un stress majeur. Par contre, parfois, je peux avoir des petits symptômes qui vont me dire, ah, donc il y a un stress que mon corps exprime, tu vois. Et Hmm. donc, du coup, c'est quelque chose auquel je vais être attentive, etc. Et je pense que quand on est bien connecté à ses ressentis, on peut toujours l'être plus, mais quand on est déjà bien connecté, euh, en fait, on peut faire difficilement autrement que de respecter son équilibre. Hmm. En fait, c'est comme quelqu'un qui mangerait super mal, tu vois, qui va se faire des McDo, qui mange beaucoup de sucre, qui boit des sodas, de l'alcool, etc. Et ben en fait, cette personne-là,
elle se rend pas vraiment compte qu'il y a un truc qui va pas, ou alors un petit peu, mais elle n'est pas si connectée que ça. Par contre, elle va avoir des... Vu de l'extérieur ou quelqu'un qui aurait l'habitude se dirait, bah oui, ça va pas, mais elle, en fait, ça fait partie de sa norme. Comme elle se sent, elle voit pas le problème puisque c'est comme ça qu'elle se sent. À Hmm. l'inverse, quelqu'un qui va vraiment prendre soin de son hygiène de vie, par exemple, c'est mon cas. Si tu me fais manger un McDo, je vais le sentir tout de suite, en fait, qu'il y a un truc qui va pas et que c'est mauvais pour moi. Et je vais le sentir. Donc, du coup, limite, ça va être plus, j'ai envie de dire presque plus problématique pour moi parce que je vais beaucoup plus le ressentir. Donc, on peut voir ça comme un problème. Mais en même temps, Hmm. c'est ça qui me permet d'être beaucoup plus en soin de moi. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire que tout est irréprochable, etc. Non, non, pas du tout. J'aime les pâtisseries. Enfin, on se calme, hein, c'est pas, c'est pas la perfection du tout. Mais on sent la différence. Donc, je pense que c'est pareil dans le business quand tu es à l'écoute de tes besoins, de tes ressentis, ben, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il est temps de fermer l'ordinateur. Hmm. Ok, donc se connecter à soi et du coup faire attention, peut-être faire des petits pas pour les personnes qui nous écoutent, qui ont voilà, qui ont envie d'améliorer leur hygiène de vie, peut-être commencer. Moi, je sais que j'aime bien quand j'ai envie de faire des changements dans mon hygiène de vie, commencer par me mettre des challenges. Une semaine, souvent c'est 21 jours, hein, 21 jours pour changer une habitude. 21 jours peut-être sans café ou 21 jours avec du yoga, 15 minutes de yoga le matin ou 21 jours en essayant de me coucher à 9h30 plutôt que 11h30. 21 jours avec pas de boulangerie, peut-être. Je sais pas, des petits challenges comme ça. Je sais que ça, pour moi en tout cas, ça marche bien. Et ça peut permettre en fait juste de tester ce que ça fait que d'expérimenter 21 jours en modifiant ses habitudes. Parce que comme tu l'as dit, en fait, souvent des micro-mouvements dans notre vie, ça dévie une trajectoire sur des années si on a fait l'expérience. Enfin, tu l'as vu dans le parcours de cet entrepreneur aussi. Super intéressant. J'ai vu sur les réseaux que tu allais faire un jeûne dans un institut. Est-ce que tu acceptes de partager où tu vas faire ça ou... Ouais, ça s'appelle la Maison du Jeune, c'est à Ok, Aix-en-Provence. ok, Et effectivement, je vais faire ça prochainement. Je donne pas les dates du coup, mais je oui. vais faire ça prochainement. Et j'y vais avec ma maman, on se fait ça Hmm, toutes les deux. Donc pendant ok. une semaine, on mange pas, donc grosse ambiance, pas les vacances. Mhm. Mais non, on mange pas, donc ça va être, il va y avoir un peu de randonnée, yoga, piscine. Enfin, moi, je sais que je vais pas du tout travailler cette semaine-là, je viens avec des livres. Je suis à fond dans des romans que j'adore en ce moment. Des livres, mon tapis de yoga, et puis voilà. Mais effectivement, ça va être un challenge. Ok, super. J'avais fait ça l'année dernière, jeûne et randonnée en Bretagne. Et Hmm. c'était vraiment super. Ouais, un jeûne, du coup, avec de l'eau. Donc, enfin, c'était pas un jeûne sec, quoi. Ouais, C'était moi, c'est jeune, oui, j'ai de l'eau aussi. tisane. Je me shootais des tisanes le matin. Je buvais plein de tisanes au début parce que je voulais combler la sensation de faim. Mais ouais, c'était vraiment incroyable comme expérience. Eh ben, Donc, écoute, je vais voir ce que ça donne. moi, je te souhaite en tout cas que ce soit, De survivre, ouais, merci. oui, que ce soit une bonne expérience et accessoirement de survivre. Ok, Charlotte, donc on a fait un beau tour d'horizon de à la fois ton parcours entrepreneurial, ce qui te passionne, ce que tu fais aujourd'hui, comment avoir un business essentialiste, comment arriver à mener son business au 100K. Voilà, donc déjà, ça fait un beau tour d'horizon. Comment est-ce que on peut te retrouver? Comment on peut travailler avec toi si on veut travailler avec toi? Dis-nous. Eh bien, écoute, à l'heure actuelle, Instagram, donc faut me contacter sur Instagram, Charlotte Apieto, tu mettras le lien de toute façon. Et pour le moment, écoute, c'est le seul lien que je peux te fournir parce que, bah, d'ailleurs, tu vois, c'est un bon cas d'école aussi parce que ce business, alors ça fait 1 an et demi que j'ai commencé, mais tranquille, tu vois, ça fait vraiment 1 an que je développe les immersions. C'est un business qui fait déjà les 6 chiffres tranquille, tu vois, et qui est, je veux dire, c'est juste un compte Instagram. J'ai même pas encore, tu vois, alors ça va plus tarder là. J'ai même pas encore l'emailing, j'ai même pas encore le podcast. Il y a plein de choses que j'ai pas encore, alors que c'est des choses qui sont importantes et que je vais mettre en place pour plusieurs raisons. Mais tu vois, ça montre que quand on a une offre, un système commercial assez simple et qu'on s'y tient, bah en fait, on peut aller faire ce chiffre-là, même si tout n'est pas parfait et que c'est pas des tunnels de vente incroyables et que c'est pas une structure incroyable. Donc ça viendra au fur et à mesure. Mais en tout cas, pour l'instant, ben, mon compte Instagram, c'est tout ce qui existe et c'est déjà pas mal. Et donc les immersions, incroyable et super inspirant. Oui, c'est ça. Je crois que j'avais vu, je crois que t'as pas de site internet non plus. Non, Ok, c'est incroyable. J'adore. il n'y Enfin, a rien. j'adore ça. C'est tellement simple et moi je suis mais vraiment partisane du simple et efficace. Tu disais se prendre la tête pour des fioritures. Moi aussi en tant que salarié, j'ai souffert dans des réunions politiques où je me disais mais purée, on va passer vraiment 1h30 à parler de la couleur du panneau de l'entrée de la porte, vraiment.
Enfin Mm. bon, bref. Donc du coup, je suis vraiment admirative de ton business hyper essentialiste, hyper simple et efficace. On n'a qu'une vie, c'est pour aller à l'essentiel et résoudre des problèmes. Voilà, bim bam, c'est bon, on y va. Je suis vraiment admirative de ça. Donc merci en tout cas de nous inspirer enfin, de nous inspirer à créer des business efficaces et nous montrer que c'est possible aussi d'atteindre les 100K sans site internet, sans lead magnet, sans liste email. Incroyable, j'adore. Une dernière question pour toi, Charlotte. Est-ce que tu aurais une ressource chouchou à nous partager, là, quelque chose que tu as lu, écouté, une formation, une pratique, n'importe quoi? Tu nous disais que tu étais en train de lire des livres à l'eau de rose. Est-ce que c'est ça que tu aurais envie de Non, partager? non, Pas c'est pas l'eau de forcément. rose. Non, non, c'est pas l'eau de rose. Non, bah écoute, le livre, alors si je peux recommander le livre, je viens de commencer une saga, bah, d'ailleurs, qui m'a été recommandée sur Instagram par les abonnés, qui s'appelle Les Sept Sœurs. Alors Ah ça, c'est ouais, le ok. deuxième tome. Alors, par contre, c'est addictif, hein, c'est une catastrophe. Mais voilà, donc s'il y en a qui cherchent à se détourner de quelque chose dans leur vie en plongeant dans un livre, franchement, non, blague à part, ça devient dangereux parce que je suis à fond dedans. Donc Ok, ça, et sinon en ressources, écoute, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais je parlais du mouvement. Et moi, il y a une plateforme en ce moment que j'aime beaucoup de Pilates. C'est la plateforme de Anouk Hamel, Body ok. by Anouk. Je lui fais beaucoup sa pub en ce moment. C'est vrai que j'en parle pas mal, mais j'adore parce que bah voilà, moi, je pratique beaucoup de yoga, de Pilates. Chez yoga, dans le yoga, j'adore ce que fait Happy and Good. Julie de Happy and Good. Ok. C'est très bien. Moi, j'ai des programmes à elle que j'adore. Et sur le côté Pilates, il y a aussi un peu de yoga dedans. Mais c'est pas du pur yoga. Chez Anouk Hamel, c'est super. Et je pense que même pour des personnes qui débutent, il y a les fondamentaux et tout. Et je trouve ça génial. Donc, s'il y en a que ça a inspiré le fait de se reconnecter à leur corps, d'avoir une pratique qui leur convient, franchement, allez tester ça parce que Hmm. c'est hyper quali. J'ai découvert le Pilates il y a pas longtemps, Charlotte. Je fais du yoga depuis hyper longtemps, mais j'ai testé le Pilates il y a 2 semaines et j'ai halluciné. C'est super dur le Pilates. C'est hyper dur en fait. Moi j'étais là, le yoga ça va, le Pilates ça va. Non, pas du tout, pas du tout. C'est super dur. Je devais faire des pauses toutes les 5 minutes tellement ça me faisait chauffer Ah les oui. abdos et les. Ah ouais, ouais, c'était Ah, dur. ça peut Donc, être assez intense. Après, ouais. tu as différentes difficultés Mm, aussi. mm. Quand tu démarres, tu peux aussi commencer parce que c'est pas forcément exact. Il y a des différences avec le yoga. Et du coup, si tu commences par du plus soft déjà pour t'habituer aux postures, je pense que du coup, tu as une première séance hardcore, toi. Oui, je pense que j'ai mis une vidéo intermédiaire directe et j'étais pas prête du tout. Hmm. Donc ne pas sous-estimer le Pilates. Choisissez Non, bien votre niveau. c'est clair. Oui, parce qu'on disait, je me souviens, moi, quand j'avais fait mes premiers cours de pilates, il y a un moment, ça. J'entendais dire que c'était un peu pour les mamies, tu vois, que c'était tranquille et tout, mais non, 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 c'est pas. Après, ça dépend du type de pilates et de l'intensité que tu mets, mais c'est comme le yoga, hein. Le yoga, tu peux faire du yin qui va être assez soft et encore, ça peut travailler bien fort sur la souplesse et la flexibilité, comme tu peux faire du yoga qui est bien dynamique et bien transpiré. Donc effectivement, il faut chercher en fonction de, de ce que vous aimez, quoi. Eh bien, merci Charlotte pour cet épisode. Merci pour ta présence et tout le contenu que tu nous as partagé. C'était infiniment inspirant. Merci, Avec merci plaisir. à toi. Merci Euh, beaucoup, Manon, pour ton accueil. je te laisse donc ton contact dans les notes de l'épisode. Et si on a envie de te retrouver, on te retrouvera sur ton compte Instagram. Merci à toi et merci pour votre écoute. À bientôt.